chacun et à chacune. Ce matin, on va vous parler de santé et de l'échec de François Legault. Rappelez-vous, François Legault, élu pour la première fois en 2018, lui, il allait améliorer l'accès aux soins dans le système de santé pour les Québécoises et Québécois. Et force est de constater, dans sa 7e année, il y a 6 années déjà derrière la cravate, dans sa 7e année, l'accès aux soins, c'est pire que pire. François Legault a abandonné les Québécoises et Québécois, notamment sur les nombreuses listes d'attente. Plus de 160 000 Québécoises et Québécois sont en attente d'une chirurgie. Et les délais ne sont même pas respectés également pour les chirurgies de plus d'1 an. Les objectifs ont constamment été modifiés et repoussés. Alors, François Legault a abandonné les Québécoises et Québécois en santé. C'est un improvisateur qui n'a pas pu améliorer l'accès aux soins. C'est son échec. Ça va être long les 2 dernières années qui lui restent à François Legault. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue André Fortin. Merci, merci Marc. L'interpellation de ce matin en santé était particulièrement intéressante. On a eu l'impression très nette en quittant cette rencontre-là que le ministre Dubé avait surpris son propre gouvernement. Les députés gouvernementaux ont passé la session presque entière à suggérer tous les bienfaits du système privé de santé, des CMS, de l'apport qu'ils ont, que c'est un chef-lieu de l'innovation pour des cités, alors que le ministre Dubé, de son côté, nous affirmait vouloir sevrer l'État de cette dépendance-là aux cliniques médicales spécialisées privées. Alors, on a vraiment l'impression que Christian Dubé a surpris son propre parti. Sur le fond des choses, on va participer à l'exercice. On va voir ce qui est proposé, mais il faut faire les choses correctement. Et ça, c'est une habitude du ministre Dubé. Là. Il présente des grands principes. On travaille avec lui, comme ça a été le cas pour les agences privées au niveau des infirmières. Mais dans l'application, il ne fait pas le travail nécessaire pour que ça aboutisse à bon port. On l'a vu cet été là, avec les pénuries importantes sur la Côte-Nord qui ont mené à des situations périlleuse, disons, pour des patients. Alors, on va lui demander de faire correctement les choses à ce niveau-là. Et il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est en toute fin d'article, dans un seul des articles sur le privé en santé, Christian Dubé dit « Mais oui, on veut forcer les gens à pratiquer au Québec, mais ils pourront pratiquer où ils veulent, c'est-à-dire on voudra abolir les prêmes. » Il a été un peu plus nuancé ce matin. Mais l'idée d'abolir les prêmes, là, c'est dangereux, c'est risqué pour les patients en région. La raison pour laquelle on propose un plan d'effectif médical régional à chaque année, c'est pour s'assurer que les gens en Gaspésie, sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue ont accès à des médecins de famille. Il n'y a aucun problème de recrutement de médecins de famille à Montréal, à Québec, en Estrie, là où les facultés de médecine sont. Il y a des graves problèmes de recrutement dans ces régions-là. Alors, si on abolit les prêmes, j'espère que le ministre Dubé a autre chose en tête, mais je vous le dis, il va nous trouver sur son chemin si c'est pour diminuer l'accès aux médecins en région. Juste pour précision, là, pour les gens qui écoutent les prêmes, ça veut dire quoi? Essentiellement, le gouvernement, à chaque année, propose un plan qui vient dire dans quelle région peuvent s'établir les nouveaux facturants, les nouveaux médecins. Par exemple, cette année, il y avait 109 nouveaux médecins qui pouvaient s'établir sur l'île de Montréal. Ces 109 postes-là ont été comblés. Il y en a 17 qui pouvaient s'établir sur la Côte-Nord et il y a 7 postes non comblés. Donc, il y a près de 40 des postes déjà sur la Côte-Nord qui ne sont pas comblés, près de 40 des postes en Abitibi-Témiscamingue qui ne sont pas comblés, près de 60 des postes en Gaspésie et de la Madeleine qui ne sont pas comblés, alors qu'à Montréal, à Québec et en Estrie, ils sont tous comblés. On ne peut pas dire aux médecins du Québec, vous pourrez pratiquer où vous voudrez. Ça va engendrer des graves enjeux de pénurie de médecins dans certaines régions éloignées. Juste une petite dernière. Comment sont vos relations actuellement avec M. Dubé? Parce que j'ai remarqué, parce que j'étais dans le Salon Rouge, qu'on était comme en plein hiver, à moins 40 ce matin. Je me suis trompé. Honnêtement, je ne sais pas comment vont mes relations avec M. Dubé. J'avais un sentiment que vous étiez pas mal moins 40 avec lui là, quand vous êtes arrivé et quand vous êtes parti. Ça ne s'est pas replacé. Là. Non, on a été cordial. Je pense qu'on est capable, du moins moi, je suis capable
d'aller en commission parlementaire, de faire mon travail, de défendre les intérêts des patients. Alors, honnêtement, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis cette semaine, là, moi, quand je viens à Québec, je ne me pose pas la question, est-ce que je vais être capable de gérer ma relation avec tel ministre cette semaine? Ce que je me pose là, comme question, c'est comment je vais défendre les patients cette semaine. La sortie de M. Dubé ce matin, ça a surpris tout le monde, de toute évidence. Comment vous expliquez qu'ils prennent cette position-là à ce moment-ci? C'est un vrai aveu d'échec. Honnêtement, là, l'explosion du privé en santé et les conséquences que ça a pour le public, elles sont évidentes. Est-ce que M. Dubé est sorti pour en faire un outil de négociation? On verra. Est-ce que M. Dubé est sorti parce que le Collège des médecins faisait une sortie sur cet enjeu-là? Possible. Est-ce qu'il est sorti parce qu'il y avait une interpellation aujourd'hui sur cet enjeu-là et il voulait avoir quelque chose à dire? C'est possible. Ce sera à lui de nous expliquer comment il a cheminé et comment il est arrivé à ce constat-là. Mais le fond de l'enjeu, c'est qu'il y a des patients qui n'obtiennent pas les soins parce que à certains endroits au Québec, ils ne sont plus disponibles parce que tout est concentré au privé. Dans ma région, en Outaouais, là, en 2020, il y avait 0,5 des opérations qui se faisaient au privé. Cette année, il y a 49 des opérations qui se font au privé. Il y a 3 chirurgiens plastiques sur 4 qui ont quitté le réseau public pour aller travailler au privé. Et ça fait en sorte qu'il y a des patients, quand ils ont une urgence et qui se présentent à l'hôpital, bien, il n'y en a plus de chirurgiens plastiques pour eux. Ils doivent se déplacer jusqu'à Laval parce qu'ils ont un doigt fracturé. C'est ça les conséquences de ce que Christian Dubé a permis au cours des dernières années. C'est ça les conséquences que ce réseau-là, dans certaines régions, c'est plus un réseau complémentaire, c'est un réseau qui est presque le réseau principal. Souvent dit quand même que c'était temporaire, c'était pour sortir de la pandémie, c'était une façon d'effectuer un rattrapage, surtout pour les chirurgies. Est-ce qu'il n'y a pas là un fond de vérité? Bien, sur l'utilisation des CMS, là, on n'a jamais été contre ça. Effectivement, il y avait un lieu, un moment, une nécessité d'avoir un certain recours au CMS. Là où on a un enjeu, c'est quand ça mène à des situations comme celle-là, où le réseau public n'est plus en mesure de donner les services à des gens qui en ont besoin de façon urgente parce que le réseau des CMS, c'est plus un réseau complémentaire, c'est presque rendu le réseau principal dans une région comme la mienne. Alors, ça, c'est Christian Dubé qui a permis ça. Et la raison pour laquelle ces médecins-là ont quitté, là, on ne peut pas simplement régler ça en disant « Ah, bien, on va forcer les nouveaux médecins à aller au public. » Ces médecins-là, ce sont des médecins d'expérience qui ont dépassé le 5 ou le 10 ans là, de pratique au public et qui ont choisi de quitter parce qu'ils n'avaient plus de temps d'opération dans le public. Ces gens-là ont quitté parce que le réseau public ne leur permettait pas de faire leur travail, de traiter les patients, de voir les patients, de les opérer, parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que le réseau est mal organisé en ce moment. Et alors, oui, on peut parler de toutes sortes d'avenues possibles pour forcer les médecins, pour en avoir plus de médecins qui travaillent dans le public. Mais encore faut-il que les changements soient faits à l'intérieur du système, sinon on ne fait que pelleter par en avant le problème. Ces médecins-là qui sont partis? Bien, il faut surtout leur donner les conditions pour qu'ils réussissent. Parce que si on ne fait que ramener les médecins, puis qu'ils n'ont pas plus d'infirmières, qu'ils n'ont pas plus de temps de salle d'opération, le patient n'est pas plus avancé. Alors, ce qu'il faut réellement, c'est changer le système pour qu'il y ait assez de temps d'opération pour leur permettre de voir leurs patients. Dans l'histoire de votre parti a déjà flirté quand même avec le privé, a déjà laissé de la place au privé. Est-ce que vous êtes en train de dire, dans la course qui s'en vient, puis pour les militants, notre position, elle est là, ça va être le public, ou il faut avoir encore de la place pour le privé? Est-ce que ça peut se discuter dans une course? Non, il peut y avoir de la place pour le privé en santé, là. Vous avez pas tort, là, ça faisait partie de notre plateforme la dernière fois et on continue de croire qu'il y a une place pour le privé en santé. Mais quand une région passe de 0,5 de chirurgie dans le privé à 49 de chirurgie dans le privé et que ça a un impact sur le fonctionnement du réseau, que ça a un impact sur le système de santé publique, et à un moment donné, il faut tracer une ligne, là. Ça, c'est le bilan de Christian Dubé en 2 ans seulement dans une région du Québec. Alors, oui, on peut avoir une discussion sur comment on s'assure que le système public peut en offrir davantage aux Québécois, mais dans la proposition que Christian Dubé met de l'avant, il faut mesurer les impacts, là. Des médecins qui vont, par exemple, qui terminent leurs études, qui vont faire des fellowships aux États-Unis et qui reviennent, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on veut pénaliser ces médecins-là? Est-ce qu'on veut
Est-ce qu'on veut priver des gens qui pourraient offrir des services dans le privé, mais qui ne peuvent pas le faire en ce moment, comme les chirurgiens de l'Outaouais, parce que le système n'est pas adapté à eux? Il y a tout un système d'échange également de médecins résidents à travers le Canada parce que, entre autres, le Québec n'a pas de place pour certains résidents, alors on les envoie dans d'autres provinces. Il y a un système d'échange. Est-ce qu'on peut pénaliser ceux-là? Alors, ce qu'on demande à Christian Dubé ici, là, c'est de faire les choses correctement, de mesurer tous les impacts. Nous, on pense qu'on peut étudier une avenue comme celle-là, mais il faut regarder ce qui se fait ailleurs aussi. Là, quand on regarde à ce que l'Ontario fait, notamment au niveau du prix des activités médicales, ça peut être une avenue intéressante pour qu'entre autres, au niveau des médecins de famille, ils soient tout aussi intéressés par le public qu'ils ne le sont par le privé. Les GMF, là, qui sont opérés de plus en plus par des entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec la médecine, là. Ouais. On avait une enquête avec toutes sortes de dérives. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes étonné qu'il y ait des situations comme ça qui surviennent dans les GMF? Bien, je vous dirais, étonné, c'est peut-être un grand mot. Mais là où le Collège des médecins qui s'est prononcé sur cette question-là a raison, c'est qu'on n'a pas les leviers nécessaires pour assurer une continuité de soins dans ces endroits-là. Alors, la solution magique, là, je ne peux pas vous la donner aujourd'hui, mais je suis content de voir que le Collège des médecins va se pencher sur cette question-là pour voir comment on peut assurer une certaine continuité de soins, quels leviers on a besoin. J'espère qu'ils vont nous faire des propositions au cours des semaines, des mois qui s'en viennent, parce que des situations comme celle-là, où les patients du jour au lendemain perdent leur accès et des patients qui en ont grandement besoin dans certains cas, on ne peut pas accepter ça. Alors, il faut voir le comment, là. J'ose croire que maintenant que le Collège nous dit qu'il nous manque d'outils, qu'ils vont nous proposer lesquels ils ont besoin. On peut faire comme avec les pharmacies, par exemple? Que ça peut se mettre des pharmaciens propriétaires? Bien, ça peut être une des avenues, mais encore là, j'aimerais entendre la perspective du Collège des médecins sur cet enjeu-là. Sur l'élection américaine, M. Tanguy, est-ce que vous entrevoyez, des problèmes de protectionnisme autant que le gouvernement? Je pense que, indépendamment de qui sera élu, qu'on aura des négociations, ça c'est clair, pour renouveler l'ALENA, l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, qui doit être renégocié pour 2026. C'est une question qui, nous, au Parti libéral du Québec, les échanges économiques est fondamentale et importante. On est, je vous dirais, rassurés de voir que dès le début de cette année 2024, il y a déjà plusieurs rencontres qui ont été initiées, entre autres par la diplomatie canadienne, mais aussi s'assurer que le Québec prenne part active dans les discussions interprovinciales avec le fédéral pour, entre autres, s'assurer qu'on puisse sortir gagnant de cette réouverture de l'entente-là qui est prévue, de se prendre tôt, parce qu'il va commencer à avoir des premiers pourparlers dès l'an prochain pour savoir comment on peut tirer notre épingle du jeu. Craignez-vous, pour Mme Gazal, tout à l'heure de Québec solidaire, d'y craindre pour les droits des femmes, en fait, si jamais Trump était élu aux États-Unis? Est-ce que vous partagez cette même crainte? Je pense que c'est une préoccupation tout à fait justifiée. Encore une fois, je ne vais pas commencer à m'immiscer dans l'élection présidentielle, mais effectivement, quand on voit ce qui se passe au sud de la frontière, c'est excessivement préoccupant quant à la défense des droits des femmes, notamment l'accès à l'avortement. C'est bouleversant même quand on voit que la jurisprudence en la matière a été renversée par la Cour suprême. Un président des États-Unis a un impact très tangible, notamment dans la nomination, on l'a vu, des juges à la Cour suprême. Alors, ça fait partie aussi des préoccupations très tangibles. Donc, votre cœur balance, ne serait-ce que pour cet élément-là, vers Mme Harris? Je pense que vous pouvez le déduire très clairement. Ce n'est pas à moi d'affirmer ça aujourd'hui, là, mais je pense que vous pouvez le déduire très clairement. Là. Just in English, Mr. Fortin, I wanted to hear you on what Mr. Dubé proposed when it comes to doctors and new doctors who have just graduated and finished their medical school. His intentions seem very clear, but is it simple? Can it just be applied just like that? Yeah, on the objective, I think everybody will say that it's a worthwhile objective. I use the term louable in French. I'm not sure what the translation is, but I think it's a worthwhile objective. Now, the issue is on how you actually do it. There's all sorts of considerations that have to take place. Is restricting access to doctors to certain clinics the best way of going forward? Is there other measures that need to be put in place also? For example, Ontario proposes the fact that if you're in a private clinic and you're in a
public clinic, you get paid the exact same amount of money. Those are considerations that have to be put forward. Also, what Ontario has proposed on ensuring that only a certain amount of out-of-province students can come into their medical faculties. It's something that that certainly has to be explored. So there's different ways of doing it, but there is a real problem right now with our public healthcare system, given that Minister Dubé has allowed the explosion of private clinics, and he's put all his eggs in one basket, and all of a sudden today, everything's coming home to roost. So there really is I think a pretty clear understanding on the part of everybody that we need to strengthen the public healthcare system. There are regions like mine where people can't even get their a fractured finger fixed. They have to go to 200 kilometers away to do it. So we're open to the debate. We're open to seeing his bill, but I think a lot more has to be done than what's simply being proposed right now. Do you think this would make a big difference? You know, we know there's, I think it's about 800 doctors who work full-time in private, and there's many others who sort of go back and forth. Do you see this helping short-term? Is it more long-term? Will it make a big difference in your opinion? We're on a slippery slope right now in terms of the number of doctors, new doctors, who are choosing not to go to the public healthcare system. So it's something that can have an impact in the short term. But again, if Minister Dubé is only using this as a negotiation tactic and he's willing to put other things on the table, like the Plan Régional d'Effectifs Médicaux, which ensures that certain regions, mainly faraway regions, get access to doctors, if he's willing to sacrifice that to restrict doctors from practicing in the private sector, if he's using one to say to the doctors, listen, I'm taking away something from you, but I'm going to give you something else, that's going to be a real problem, because it's already hard enough to attract doctors to the regions of Quebec, to the faraway regions, the Abitibi, the Côte-Nord, the Gaspésie, that he cannot be willing to use that as a trading chip in his negotiations with the doctors. That simply is inconceivable to us. It's a huge night for the world, right? Tonight, the election. I mean, what are you thinking? What are your thoughts? How are you feeling going into tonight? The fact is that we don't have any influence on the end results, and that's about the American democracy, of course. That being said, it's gonna have a very tangible and concrete impacts on the way we are living for the next 4.5 years. For instance, the free trade agreements will be renegotiated, and it has to be re-signed by 2026. And we must make sure, and we are satisfied to see that there's already work being done preparing that very important negotiation for the economy of Quebec. And I think that François Legault, and I'm willing to recognize that. I think that he's willing to be proactive, but we must assume in Quebec a leadership within the Canadian Federation to make sure that it's going to be, at the end of the day, a good free trade agreement for Quebec economy. So that's part of our concerns. We'll see the end results, and we'll hope for the best. Thank you. Thank you.